Bonjour à tous et bienvenue pour l'après-match dans Rouge et Blanc numéro 6. Donc exceptionnellement, on enregistre pour des raisons logistiques le podcast dimanche après-midi. Donc on n'aura pas les résultats, notamment du Gazélec. Mais on a estimé que l'actualité était assez chaude, notamment avec le renvoi d'Olivier Guégan hier. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume. Bonjour Guillaume. Salut les gars. Et Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour Alex, bonjour Guillaume. Donc, Salut comme Benjamin. je le disais, après une nouvelle défaite à Nice, les dirigeants ont décidé de trancher dans le vif et de virer Olivier Guégan, chose qu'on aurait peut-être pu attendre depuis 4 mois au final. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire, messieurs? Par exemple, Benjamin, qu'est-ce que ça t'inspire, le départ de Guégan? Ça m'inspire beaucoup de choses. C'est une bonne chose, mais c'est, je pense, un peu trop tard. Donc pas trop tard dans la mesure où on peut toujours se maintenir, mais trop tard dans la mesure où ça aurait dû être fait bien avant, notamment après la défaite à Chambly, ou même celle à Toulouse, surtout à domicile 3-1. Euh, voilà, il y a une confiance aveugle qui a été donnée à Olivier Guégan, et finalement cette confiance aveugle nous a mené droit dans le mur. Ce n'est pas encore terminé bien sûr, mais bon, c'est quand même assez mal embarqué. Même si après on y reviendra bien sûr en fonction des calendriers, etc. Mais c'est une chose qui, je pense, aurait dû être fait bien avant. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Que de temps perdu. Enfin, c'est vrai qu'ici, il n'y avait pas grand monde dans ce podcast qui ne plaidait pas pour qu'Olivier Guégan parte, ou en tous les cas qui n'était pas d'accord avec l'idée selon laquelle Olivier Guégan constituait un problème. Maintenant, voilà, cette décision intervient maintenant. Ça a pas beaucoup de sens. Que de temps perdu. Si la décision a du sens aujourd'hui, elle en avait, comme tu le dis Benjamin, après le match contre Chambly et après un certain nombre de matchs au terme desquels on était tous d'accord pour dire que tactiquement il y avait des incohérences qui étaient terribles, qui sautaient aux yeux, des choix dans l'effectif que personne ne comprenait, une communication qui était hasardeuse et tout aussi incompréhensible. Voilà, donc c'est la fin d'un long supplice pour les supporters et maintenant on va se concentrer sur la suite et sur le maintien, quoi. Oui, c'est vrai. Et l'an dernier, il y a des divers adjoints qui avaient été, comment dire, missionnés pour sauver leur club respectif. Je pense à Bastia notamment et Toulouse. On voit que eux aussi étaient dans une situation compliquée cette année. Bastia a viré son entraîneur assez tôt et on a repris un autre et là s'est sauvé sans trop de problème. Toulouse a fait le changement bien plus tôt que nous et est parti d'une situation très très compliquée et est revenu dans la course au maintien, ce qui est quand même assez inespéré quand on voit leur situation, au moment où Duprat prend l'équipe. Et nous, franchement, c'est là qu'on voit que c'est beaucoup trop tard, quoi. Et que, comme vous disiez, le match de Chambly, c'était le 2 janvier. On l'a tous très mal vécu. Et sincèrement, après ce match-là, on pouvait trancher dans le vif. Il y avait un mois pour recruter un entraîneur, recruter des joueurs pour cet entraîneur qui puisse changer la donne. Là, enfin, pour moi, on a perdu 4 mois et ces 4 mois peuvent nous coûter la Ligue 1. C'est sûr, il y a vraiment un manque de réaction, un manque de prise de responsabilité, je pense, des dirigeants. Euh, j'ai vu l'interview aujourd'hui de Jean-Pierre Caillot et Didier Perrin qui expliquait sur le site officiel du club que intégrer un nouvel adjoint était pour eux la meilleure solution. Intégrer un nouvel adjoint, on l'a bien vu, ça n'a rien changé. Mais surtout, ils ont intégré un entraîneur qui a été à sa première année en activité et qui entraînait les féminines. Donc c'est pas quelqu'un d'expérience qui aurait pu amener éventuellement amener sa patte personnelle sur le plan tactique ou sur les relations avec les joueurs. Et je pense que c'était un mauvais choix qui a été fait à ce moment-là. Oui, complètement. D'autant plus que bon, Exactement. on est quand même à un moment de la saison parce que
Voilà, je veux dire, après, Toulouse a pu aller chercher Pascal Duprat, mais voilà, il n'y avait pas beaucoup de monde sur le marché, hormis Pascal Duprat, pour une mission commando. Je pense d'ailleurs que même si Toulouse était sportivement dans une situation plus délicate, l'effectif du TFC est peut-être plus intéressant pour un mec comme Duprat que l'effectif du Stade de Reims. Je le dis très sincèrement. Enfin, il y a des mecs comme Ben Yedder, il y a un effectif qui est puis bon, c'est un club qui est structuré différemment. Là, de toute façon, aujourd'hui, oui, ils peuvent renforcer avec un adjoint, puisque la difficulté, ça serait de trouver quelqu'un. Je pense que et on s'était déjà posé la question il y a quelques semaines. Si on avait eu un renvoi d'Olivier Guégan il y a ne serait-ce qu'un mois, c'était déjà compliqué de trouver quelqu'un. Mais là aujourd'hui, il y a 4 journées de la fin. Enfin, voilà, Oui, non, mais ce que disait Benjamin, c'était la solution Gisolfi au mois de janvier. Ça, oui, pour moi, c'était une bêtise. Soit bien sûr. tu vas chercher un adjoint, tu peux en trouver un autre que, comme il dit, l'entraîneur des féminines. Et en plus, t'as foutu de bazar parce que les féminines n'étaient pas contentes qu'on fasse passer l'équipe des mecs avant elles et que du coup, elles se sont retrouvées sans rien, quoi. Et ce qu'on peut comprendre aussi, quoi. Mhm. Ouais. Après, ouais. Vas-y. Ouais, non, mais je me disais, là, il y a quand même une bonne nouvelle. Même si sportivement, on n'est pas sauvé, hein, loin de là. Il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que on sait que la nomination de Guillon va être provisoire. C'est vrai que Oui. Alors, c'est une bonne chose. c'est ce qui est marqué. Après, moi, je me méfie toujours. On sait jamais de quoi ils sont capables les deux d'au-dessus. Mais normalement, effectivement, il est là que pour les 3 derniers matchs. Il est diplômé ou pas? Oui, Parce que, ouais, d'accord. Effectivement, ça fait une différence notable et on va se méfier du caractère provisoire. c'est sûr, surtout qu'il entrerait dans le, comment dire, dans l'objectif du club, qui est de développer les jeunes, etc. Et lui, c'est des joueurs qu'il connaît bien. Ensuite, j'espère tout de même qu'on ne fera pas la même erreur que la saison dernière en continuant en plaçant toute sa confiance en un coach qui a sauvé le club, je l'espère, qui sauvera le club en 3 matchs, comme qu'on a pu le faire avec Olivier Guégan, parce que honnêtement, on a privilégié l'aspect, je pense, humain et les relations qu'il pouvait avoir et le fait qu'il ait sauvé le club. Bon, il n'a pas non plus un bilan fameux en fin de saison. Il a fait 8 matchs, 4 victoires, 4 défaites. Bon, il y a 4 victoires quand même, c'est sûr. Il a sauvé le club, il Mhm. a gagné contre Evian le match décisif grâce à un joueur qu'il a totalement mis au placard ensuite. Mais, euh, mais aujourd'hui, voilà, il faut quelqu'un avec de l'expérience, avec, euh, avec voilà, une expérience et des compétences bien plus développées que celles des entraîneurs qu'on a pu avoir récemment. Exactement. Mais pour faire venir un entraîneur comme ça, il faut déléguer un peu de pouvoir. C'est-à-dire que si on fait venir un joueur comme ça, il va vouloir venir avec son adjoint. Chose que Jean-Luc Vasseur, on lui a pas permis de venir avec son adjoint, par exemple. Ouais. Et chose qui serait un peu nouveau dans le club. Mais bon, ça marche comme ça, les entraîneurs de Ligue 1. Ah, l'OM vient d'égaliser en direct là. Tovin, un petit numéro dans la surface. Voilà, donc ils vont se sauver. Mais donc du coup, voilà, pour moi, il va falloir aussi que le pouvoir soit un peu mieux disséminé. Parce qu'un entraîneur, on lui dit non, tu viens sans adjoint, etc. Bah, un entraîneur comme Vasseur, ça peut parce que c'est sa première expérience en Ligue 1. Un entraîneur avec de l'expérience, il dira non. Donc, pour moi, Ouais. il y a un gros sujet là-dessus. Et de savoir aussi qui dirige le club, parce que là, on a l'impression qu'ils s'entendent pas du tout. Et c'est les échos qu'on a un peu quand même autour du club, c'est que les deux d'en haut ne s'entendent pas du tout. Donc ça pose problème quand même pour diriger un club quand ils s'entendent pas. Et donc il y a ça, et après il y a aussi le problème de la cellule de recrutement, mais ça c'est un autre problème beaucoup plus structurel. Mais pour moi, c'est vraiment l'adjoint et lui donner du pouvoir, quoi, à l'entraîneur. Mais on est à un moment clé parce que vous voyez, on est quand même là, quel que soit le destin sportif de cette équipe. On peut souhaiter, enfin on en parlera après, mais ça c'est encore
il est encore possible de rêver à la Ligue 1 l'année prochaine, mais quoi qu'il en soit, il y aura la nécessité de reconstruire une équipe parce que, et on en a déjà parlé ici, il y a des problématiques de fin de contrat, il y a des joueurs qui voudront partir quoi qu'il arrive. Donc on va être à un moment où l'entraîneur qui sera sur le banc du Stade de Reims cet été, que ce soit David Guillon ou un autre, il aura pour mission de construire avec la cellule de recrutement et avec Jean-Pierre Caillot et Didier Perrin une nouvelle équipe autour d'un nouveau, espérons-le du moins, un nouveau projet sportif. Là, va se poser la question de savoir qui tu mets au milieu de ce projet-là, parce qu'on sait très bien que les entraîneurs doivent être une pierre angulaire dans ces projets-là. Enfin, je veux dire, sans tomber dans des clichés comme le projet Dortmund de l'Olympique de Marseille, dont on sait ce qu'il a donné, à un moment donné, un entraîneur, c'est bien plus qu'un pion parmi d'autres dans un projet sportif. C'est le pion ça, essentiel. voilà, c'est comme tu disais Alex, c'est Et c'est vraiment pour ça le. qu'il Allez-y. faut recrutement en fonction de ça, et seulement sur des considérations financières ou sur le fait que le mec soit disposé à ne pas venir avec son adjoint, quoi. Ouais, C'est sûr ouais, tout à que, fait. c'est sûr que voilà, il nous faut un entraîneur confirmé qui permettra de faire franchir au club cette étape qu'il a besoin de franchir et qu'on veut franchir. C'est dans les objectifs du club avec le projet Horizon 2020 notamment. Pour l'instant, le projet Horizon 2020, bah, si on continue dans ce sens-là et que les dirigeants ne se ravissent pas vis-à-vis de leurs responsabilités ou vis-à-vis de leurs choix sportifs, le projet Horizon 2020 sera le projet Horizon Ligue 2 tout simplement. On y va tout droit. On peut pas se permettre euh, on peut pas se permettre de continuer tel que l'on fait depuis 2-3 ans. Ça fait maintenant 4 ans qu'on joue le maintien tous les ans et on a l'impression qu'il n'y a pas de progression sportive. Voilà, on reste, on a les moyens financiers, on a les moyens de mettre quelque chose en place de très intéressant pour faire progresser le club, mais on reste frileux financièrement et donc sportivement et donc ça ne permet pas au club de progresser de la manière dont il pourrait progresser si les bons choix étaient faits. Je suis Après, d'accord. oui, comme tu dis, on est bien géré financièrement, c'est un bon point. On a même un trésor de guerre comme s'en vante Jean-Pierre Caillot, mais bah, le football, c'est aussi de l'argent et à un moment, on va falloir l'investir. Et alors, c'est soit l'investir dans une structure, c'est-à-dire un entraîneur, un staff, une cellule de recrutement digne de ce nom, soit l'investir sur des joueurs, mais vu notre cellule de recrutement actuelle, j'ai très peur des investissements sur les joueurs, moi. Très très peur. On parle quand même de lever potentiellement l'option d'achat d'1 million d'euros sur Bifouma. Euh, alors Bifouma, bien encadré, ça peut être un bon joueur s'il se met à la... J'ai peur. Donc, c'est sûr que si l'option d'achat de Bifuma est levée, c'est assez incompréhensible. Certes, il a apporté quand même, il a marqué 3 buts, je crois, depuis qu'il est arrivé. Mais dans le jeu, c'est, on le répète toutes les semaines, mais c'est du perso, ça joue tout seul. Il a les yeux rivés sur ses pieds, il regarde pas autour de lui, il passe pas sa balle. Voilà, et c'est un joueur, comme tu dis, qui peut bien encadrer et qui, s'il s'intègre au collectif, peut apporter beaucoup, mais c'est pas ce qu'il semble être à même de faire en tout cas, pas pour l'instant. Non, non, mais je suis complètement d'accord avec toi, Benjamin, et avec Alex aussi, bien entendu, mais faut arrêter, quoi. Je veux dire, Bifouma, c'est pas possible. Enfin, je veux bien je veux bien que Jean-Pierre Caillot soit pas forcément hyper, voilà, c'est un amateur de football, mais pas forcément un connaisseur. Enfin là, faut de la merde dans les yeux pour pas voir que Bifouma c'est une catastrophe. À un moment donné, tu mets pas 1 million d'euros sur ce mec-là. Enfin, là, il va falloir que le parquet se saisisse de l'affaire et fasse une enquête. C'est pas possible. Il a des ronds dans le club de Grenade, Caillot, c'est pas possible. Mettre 1 million d'euros sur Bifouma, mais enfin, plaisante. Non, 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 sérieusement, il faut mettre de l'argent, pourquoi pas sur un contrat pour David Ngog. Il faut envisager la manière dont on pourra responsabiliser Gréjonquier l'année prochaine, que ce soit en Ligue 1 et plus encore si par malheur on descend en Ligue 2, mais non, Bifouma, non, par pitié, non.
Surtout que oui, voilà, on a comme tu dis, il y a Gridjon Key qui est là, malgré ses blessures cette saison. Je trouve qu'il est vraiment intéressant dans le jeu, il dégage une puissance, et même techniquement, c'est quand même pas mauvais. Et il faut justement, je pense, s'appuyer sur ces jeunes. Moi, je voudrais revenir tout à l'heure quand on abordera le match contre Montpellier et les changements que David Guillon pourrait apporter. Mais il y a par exemple Rémi Houdin qui cartonne vraiment en CFA2. Je crois qu'il doit être à 17 buts en 19 matchs cette saison. Pourquoi pas voilà, intégrer comme ça se fait tous les ans Rémi Houdin l'année prochaine et donc le faire progresser. En le faisant jouer un peu comme à la manière de la progression qu'ont pu avoir Greg Key et Jordan Sebastieux cette année. Non, mais ça, ce sera fait parce il a signé pro au Stade de Reims, donc la suite logique, il a signé pro là il y a un mois, je crois. La suite logique, c'est l'an prochain, comme tu dis, qu'il intègre le groupe pro et qu'il fasse quelques bouts de match au début. Mais le seul problème, c'est que il faut surtout pas répéter les erreurs de cette année. C'est-à-dire au début, c'est bien, on a donné des bouts de match à nos jeunes, donc c'est bien, un jeune qui rentre un quart d'heure, 20 minutes pour apporter de la folie, de la vitesse, etc. Mais après, on les a vus trop beaux, trop vite, et on les a mis titulaires et on les a grillés. Et c'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire avec les jeunes l'année prochaine. Et là-dessus, je me dis, avec David Guillon, je pense qu'il ne fera pas la même erreur parce qu'il connaît les jeunes, etc. Il s'en occupe depuis très longtemps. Mais c'est ce qu'il faut surtout pas faire. Et après, comme disait Guillaume, un contrat à David Ngog, mais je crois que lui, je sais pas s'il a envie de rester. Surtout que bon, l'entraîneur, à mon avis, on va pas le signer avant fin mai, début juin, et je pense qu'il aura déjà d'autres pistes, voire bien avancées, voire très bien avancées. Donc ouais, voilà, moi j'attends vraiment de voir quel entraîneur on a et s'il peut venir avec du staff, etc. J'attends vraiment de voir l'entraîneur. Ça va être crucial et primordial. C'est Ouais. sûr que ça va conditionner le futur proche du club ensuite, que ce soit en termes de recrutement, en termes de jeu et en termes de pérennité en Ligue 1. Ça va être un choix qui va être très important et surtout il faudra pas se rater comme on a pu le faire avec Olivier Guégan. Et tiens, messieurs, est-ce que vous auriez un, un nom d'un entraîneur que vous aimeriez voir à Reims l'année prochaine en Ligue 1, hein. En Ligue 1 bien sûr. Parce que bon, on essaye de pas imaginer pire pour l'instant, mais Hum, Là, comme ça, je m'interdis de dire Francis Gillot, puisque moi je ne l'aime pas du tout. Je l'aime pas du tout. Ça fait écho à une discussion qu'on avait eue avec Alex. Je sais plus si c'était en ligne ou pas ces dernières semaines. Non, mais il y a énormément de joueurs il y a énormément d'entraîneurs qui sont sur le marché. Après, est-ce qu'ils ont le profil voilà, vous voulez que je provoque un peu Raymond Domenech? non. Non. Alors moi, justement, tu parlais de Gilo, moi je me dis, pourquoi pas. Après, il faut lui donner le moyen de réussir, hein, donc faire venir avec ses adjoints, etc. Furlan, mais c'est parce que il voit le football comme j'aime, c'est-à-dire un football offensif, etc. Donc j'adorerais, mais j'y crois pas. Après, difficile là, franchement. Zakarian, mais je le vois pas partir de Nantes. Je pense qu'il va partir de Nantes, mais je le vois pas du coup signer à Reims. Ouais, il y Derrière, a, il y a, il y a René Girard, hein, qui est aussi libre. Ouais, René Girard, oui, si on veut du jeu défensif. Moi, je penserais à un entraîneur qui est déjà en place et dont l'avenir pourrait varier en fonction des résultats sportifs de son club actuel. C'est Antoine Comboiré, qui, euh, ah, qui est à Lens aujourd'hui et qui, je pense, serait intéressant dans le cadre du développement du club. Ouais. Je vois ouais, pas du tout. Je vois pas du tout Antoine Comboiré avec sa réputation de type assez têtu venir
dans un projet dirigé par un type comme Jean-Pierre Caillot qui, comme on l'a dit précédemment, a quand même une fâcheuse tendance à cadrer les mecs. Tu viens avec, t'as le droit de venir avec un adjoint et puis on t'impose le recrutement. Voilà, j'ai l'impression que jusqu'à présent, il était dans des clubs dans lesquels on lui donnait quand même de certaines latitudes. Voilà. Ça, je suis d'accord. Même quand il était au PSG, on lui donnait une certaine latitude. Et ça, je suis d'accord que, sauf si Jean-Pierre Caillot est prêt à mettre de l'eau dans son vin et à donner du pouvoir à un entraîneur, parce que on sent qu'il c'est aime pas le sujet, que l'entraîneur ait le pouvoir. S'il est prêt, comme Boiré, ça pourrait être parfait. Après, est-ce qu'il va partir de Lens? Bon, là, avec le non-rachat par un obscur homme d'affaires omanais ivoirien, je sais pas. Mais parce qu'il va peut-être en avoir marre. Surtout, je pense que Lens ne montera pas en Ligue 1. Mais comme Borès, c'est un bon nom. Mais je pense vraiment pas que Caillot soit prêt pour l'instant à donner énormément de pouvoir à l'entraîneur. Et comme Borès, je pense que c'est ce qu'il veut. Et Après, pourquoi il y a des noms, excuse-moi, Benjamin, il y a des noms qui reviennent très régulièrement à chaque fois qu'il y a un club qui cherche un entraîneur, plutôt un club de bas de tableau en Ligue 1. Voilà, c'est des noms comme Éric Roy, Daniel Sanchez. Tiens, bah là, on aura peut-être Philippe Montagnier, puisqu'il a plus de club aussi, qui pourrait être un mec intéressant aussi Ça, j'aimerais bien. en termes de philosophie de jeu. Et pourquoi pas Ouais. pourquoi pas notre ami Hubert Fournier? Non, il reviendra jamais. Non, je pense pas. Non. Il reviendra jamais. Quelqu'un qui connaît le club, qui connaît les joueurs et qui nous a apporté quand même beaucoup. Mais on sait qu'avec la manière dont ils ont pu, je pense, se séparer, ça peut paraître assez compliqué. Ouais, Thierry Froger est sans club aussi. Hein. Non, mais il reviendra jamais, Fournier. Et surtout, tu disais, il connaît les joueurs, mais je pense qu'il y a un moment, il va falloir injecter beaucoup de sang neuf au niveau des joueurs et du coup, il les connaîtra plus, quoi. Parce que le groupe qu'il avait, je pense qu'il y a énormément de gens qui vont partir du club. Ouais, bon, oui, et puis bon, faut se rappeler aussi qu'il s'appuyait sur des cadres comme l'énorme Grzegorz Krychowiak, qui lui vraiment tenait la baraque au milieu, un peu comme Jabba Kankava peut le faire aujourd'hui, mais dans une moindre mesure tout de même. Donc ensuite, c'est sûr que voilà, peu importe l'entraîneur qui sera en place la saison prochaine, il faudra vraiment faire un choix, le bon choix, tout simplement. Ouais, mais ça va être, moi je pense que ça va être vraiment crucial. Et j'ai hâte de voir qui on aura. Déjà de voir, bon, certes, dans quelle division on jouera, mais qui on aura. Parce que ça voudra dire beaucoup sur l'avenir du club, je pense. Et comme je sais plus qui l'a dit tout à l'heure, il faut passer un palier là, pour moi, pour le club. C'est voilà, il y a quelque chose à faire. C'est pas forcément jouer l'Europe tout de suite, mais c'est des maintiens à peu près tranquilles dans le ventre mou pour construire quelque chose à long terme, développer le club, etc. Et ça passe par un entraîneur avec de l'expérience et connu plutôt qu'un énième pari, dont on ne sait pas ce que ça peut donner. De toute façon, on disait Guégan, on a l'impression que c'est un joueur de poker qui tente des coups, il ne sait pas trop ce qu'il fait. La direction du club est un petit peu pareil quand même, moi je trouve. Enfin, on n'a pas l'impression qu'ils sachent forcément ce qu'ils font. C'est un peu du pile ou face, comme disait Arnaud sur Twitter ce matin. Un peu du pile ou face. Bon, bah là, la dernière fois qu'on a joué à pile ou face, on a mis Guégan, ça n'a pas marché. On espère que là, on rejoue à pile ou face. Et bon, statistiquement, ça devrait retomber du bon côté. Oui, tout à fait. Ouais. J'ai hâte de voir la prochaine semaine, mais pouvoir déjà se sauver. Et donc là, du coup, je pense que c'est une bonne transition pour le prochain match contre Montpellier, qui est crucial. Le match. Ouais, ça va être déterminant. Ouais. Sachant que Montpellier joue 3 là, en fin d'après-midi. Donc une victoire, Montpellier est sauvé. Je pense que ça leur ferait 43 points. On peut dire qu'ils seront sauvés. Donc ouais, le match contre Montpellier est crucial. Il faudra un Delaune. D'ailleurs, Jean-Pierre Caillot a lancé un appel aujourd'hui pour que Delaune soit bien rempli.
faudra peut-être baisser les tarifs, hein, je dis ça comme ça. Ouais, c'est ça, ouais, c'est beau de lancer les appels, Jean-Pierre. Mais le match est crucial et le maintien passera par une victoire samedi prochain. Et donc, du coup, messieurs, qu'est-ce qu'on peut penser comme changement pour le match de samedi prochain, pardon. Qu'est-ce qu'on peut voir comme changement? Du jeu, déjà. Je pense, on espère en tout cas que David Guillon nous ramènera un jeu assez quand même plaisant à voir et tout en restant solide. Ça met du temps à venir quand même du jeu. Je pense qu'il va déjà se baser sur être solide derrière Ouais. et avant le jeu. Le jeu, c'est difficile. Vaut mieux déjà être solide derrière. Enfin, moi, c'est mon sentiment. À mon avis, de toute façon, ça peut pas être pire que le jeu qui était proposé par Olivier Guégan. Donc, en partant de là déjà, on espère bien sûr les retours de David Ngog. Donc, pour le comité de soutien David Ngog, Arnaud Valadon sera très content. Et le retour également de Tak Alfred, hein, vu qu'on voit bien que la défense en ce moment est assez en difficulté. On verra ensuite si si Abdelhamid El Khaoutari sera de retour ou non, lui qui est absent depuis 3 semaines, un mois, je crois. J'espère également que David Guillon ne va pas s'entêter avec Thierry Bifouma comme Olivier Guégan pouvait le faire. Après, on peut se poser la question du système qui sera mis en place. Est-ce qu'on va continuer sur un 4-3-3? Est-ce qu'on va passer en 4-2-3-1? Et pourquoi pas intégrer du 109 avec quelques jeunes de l'équipe réserve, comme Rémi Houdin, comme je le disais tout à l'heure, qui marque quand même pas mal de buts cette saison et qui pourrait amener un peu de fraîcheur devant. Surtout qu'on voit que ça manque d'efficacité, notamment avec un manque, je pense, de présence dans la surface. Là où David Ngog pourrait également être très utile. On voit encore contre Nice 22 centres, mais 22 centres avec personne à retomber. Donc contre Guingamp c'était 35. Les semaines se suivent et se ressemblent à ce niveau-là. C'est qu'on a quand même un bon centreur, je pense, avec Amari Traoré, mais on a personne qui est assez grand pour reprendre la balle à la retombée. Donc faut voir un petit peu quels changements vont être apportés par David Guillon pour le match de samedi. Alors, après, oui, vas-y, Alex. Là où je suis pas forcément d'accord, c'est sur Rémi Houdin. Alors certes, c'est un jeune, je pense qu'il a du talent et il pourra apporter à l'avenir. Mais dans un match âpre, qui peut jouer à l'expérience, où il faut à tout prix les 3 points, où il y a la pression et tout, lancer un jeune dans des conditions comme ça, je pense pas, sachant qu'on a quand même Kiei qui est revenu, mine de rien, Bifouma, on peut, même si moi je suis pas pour le mettre titulaire, je préférerais David Ngog. Bifouma sur le banc, il peut rentrer en fin de match et apporter quand Ngog aura usé les défenseurs centraux adverses, mais il peut apporter sur courte séquence une vingtaine de minutes. S'il est battu, il peut apporter aussi un certain rôle. Donc pour moi, Houdin, je le pas tout de suite. C'est trop tôt en fait. J'ai peur que ça le brûle et que ça lui que ça le brûle. Et c'est clairement trop tôt. Par contre, on est tous d'accord, David Ngog. Et moi, je pense que ça sera un retour en 4-4-2 avec Kankava Devo, Kankava Onyangé, 2 milieux sur les ailes et un attaquant ou un 4-2-3-1, quoi. Oui. Un mec derrière Ngog. Charbonnier Ngog, par exemple, dans l'axe. Mais moi, je pense que ça serait comme ça que je jouerais. Après, est-ce qu'il va le faire? J'en sais rien. Est-ce que il va s'appuyer sur Ngog ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas et c'est pour ça qu'Ngog était boudé par Guégan? J'en sais rien. Mais ça, clairement, Ngog, ça peut être le grand gagnant du changement d'entraîneur. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, Alex. Moi, je lancerais pas Houdin contre Montpellier. Il y a une défense Hilton, Congrès en face. C'est expérimenté. Je pense que Houdin sur une charnière comme ça, il peut que se casser les dents. Au contraire de David Ngog. Qui lui a tout à fait le profil d'attaquant expérimenté, capable de peser sur une défense. Alors bon, je sais que je dis ça à peu près à chaque fois que j'en ai l'occasion dans ce podcast, mais voilà, moi je suis convaincu que pour épauler un Nico de Préville,
De Ngog a le profil parfait. Sur le système de jeu, je suis assez d'accord avec vous. De toute façon, je pense que la priorité était de nous débarrasser définitivement de ce système de défense à 3 et de ce 3-5-2 qui a montré ses limites depuis très longtemps en fait. Donc bon, moi je suis dans une certaine incertitude puisqu'on est sur quelqu'un qu'on ne connaît pas. Moi je connais pas les convictions tactiques de David Guillon. Maintenant, il y aura du changement et ça déjà en soi c'est une bonne nouvelle. Exactement. Après, il faut espérer. Bon, je pense qu'il connaît quand même le football. Hein. Il a été déjà directeur de centre de formation à Saint-Étienne avant de venir à Reims, etc. Donc, je pense qu'il a des connaissances. Donc, je pense que il y a des erreurs, notamment, Ngog. Je pense qu'il sait ce qu'il peut apporter au club. Ouais, puis il est diplômé, lui. Il est diplômé. Ce qui est bien, c'est c'est fini de payer des amendes, d'amende de 10 000 € par match. Voilà. Dire qu'on payait des amendes pour être coaché par Olivier Guégan, c'est quand même triste. 350 000 € au total. Hein. Une pensée pour le camarade Vincent qui intervient sur le podcast de temps en temps et qui était littéralement désespéré en pensant que Guégan n'avait pas ses diplômes. Donc ça y est, l'imposture est terminée. Voilà. Mais vous savez qu'il a repassé ses diplômes cette saison et qu'il est le seul de sa promotion à ne pas l'avoir eu, quand même. Alors, voilà. Moi j'ai entendu qu'il n'y avait pas de session cette saison. Il y a une session tous les 2 ans pour les diplômes. Alors moi on m'a remonté l'information, après ça prend avec des pincettes forcément, mais apparemment il serait le seul à ne pas avoir réussi son diplôme. Bon après ça ne fait que confirmer ce que l'on voit sur le terrain finalement, hein, et au fil à mesure des résultats qu'on peut avoir, qu'on a pu avoir toute cette saison au final. Mais après voilà, il faut pas non plus, on peut pas se réjouir du entre guillemets licenciement de quelqu'un. C'est quand même quelqu'un qui nous a sauvé la saison dernière, faut pas l'oublier. Ça, pour ça, comme lui et d'autres, il faut arrêter. Lui et d'autres, bien sûr, mais il faut quand même lui accorder ça. Non, je suis désolé, je te coupe Benjamin, parce qu'à un moment donné, moi, le crédit éternel de Guégan sur le match contre Evian l'année dernière et le fait qu'il nous ait sauvés et qu'on ait fait un relatif bon début de saison, il faut arrêter 5 minutes, quoi. Moi, en tant que supporter, en tant que type qui va au stade et qui suit le stade, voilà, avec la passion et la ferveur qu'on essaie de mettre dans le club qu'on aime. Moi, Guégan, c'est quelqu'un qui m'a fait plus de mal que de bien. Hein. Moi aussi. Dans les spectacles qu'il m'a infligés, il m'a fait beaucoup plus de mal que de bien. Hein. Je suis parfaitement. Et comme tu dis, alors certes, à Evian, on est mené. Non, on n'est pas mené à la mi-temps, mais à la mi-temps. Ah si, non. Enfin, je sais plus. Bref, il y a le coup génial de les vidéos des femmes des joueurs, etc. pour les motiver. Donc ça, c'est intelligent et c'est bien, hein, ça. Mais bon, ça marche qu'une fois. Mais comme tu dis, il nous sauve pas tout seul, quoi. Ngog, il fait un match très très fort. Mukanjo aussi. C'est pas lui seul qui nous sauve sur ce match. Et moi, il m'a apporté beaucoup plus de peine et d'énervement que de joie. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Je suis dans le même cas que vous. Je veux juste souligner quand même que c'est en partie quand même grâce à lui qu'on a pu se sauver l'année dernière. Mais après, c'est clair que c'était quelqu'un qui était bien pour, voilà, comme il disait, la mission commando de 8 matchs pour sauver le club. Mais c'est pas la faute, cette saison, cette mauvaise saison est sa faute, mais aussi la faute, je pense, des dirigeants qui l'ont laissé en place, qui l'ont mis en place et qui ont entre guillemets trouvé une solution de facilité avec lui, étant donné, tiens, on s'est dit hop, il a sauvé le club en 8 matchs, tac tac, on va le mettre en place, ça se passe bien. Et finalement, ça a été le grand n'importe quoi cette saison. Donc oui, forcément, comme je suis parfaitement d'accord avec vous, il nous a fait beaucoup plus de mal que de bien, mais je pense pas que la première responsabilité lui revienne. Bah, tu sais, il y aura une réponse. Hein. Il y aura une réponse assez simple. On verra si Olivier Guégan parvient à retrouver un club dans les 2-3 prochaines années. J'en doute. Et dans quelles conditions? Je suis d'accord avec toi, sachant qu'en plus, on l'oublie souvent,
mais il a savonné la planche quand Hubert Fournier était entraîneur pour virer l'entraîneur et prendre la place. Les dirigeants ont choisi Fournier, donc l'ont mis un peu au placard. Ensuite, on l'a mis à adjoint de Vasseur. Pareil, il a re-savonné la planche. C'est pas non plus un mec c'est quand même un mec qui a fait pour moi du tort au club comme ça quand il savonnait la planche pour être coach. Et on lui donne les moyens d'être coach. On a vu ce que ça donne. Franchement, je vois pas trop quel club, à part peut-être le Paris FC quand ils auront viré Vasseur, pour lui redonner une équipe, quoi. Parce que sincèrement, Et encore, et encore, non, mais il y sincèrement, a je pense. énormément de clubs énormément de joueurs et d'entraîneurs qui sont susceptibles de graviter autour du PFC. Guégan, encore une fois, c'est quelqu'un qui est pas diplômé. Pour un club comme le PFC, payer des amendes, c'est plus compliqué que pour un club comme Reims. À un moment, on parlait de lui au Stade Brestois. Moi, je vous invite, si vous avez le temps, c'est toujours amusant à faire, allez sur le site de l'UNECATF, le syndicat des entraîneurs. Vous avez la liste des entraîneurs français qui sont actuellement au chômage. Vous pouvez les trier en fonction de leur diplôme, etc. Regardez la concurrence qu'il y a pour Olivier Guégan maintenant quand il va chercher un nouveau club. Je vous garantis que c'est pas gagné. Oh, ça, je suis d'accord. C'est sûr qu'il y a du bon. Je suis Tiens, d'accord. il y a Rudy Garcia qui serait pas mal aussi. Mais bon, à mon avis, c'est, Je crois qu'on n'a pas les moyens. ça relève l'utopie, à mon avis. Hein. Fantasme. Je crois qu'on n'a pas les moyens. Mais ouais, non, mais ça, je suis d'accord. Bon, messieurs, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Ouais. Sur une actualité un peu chargée. Alors, je vais vous demander un petit pronostic pour le match de la semaine prochaine. C'est difficile. Je serai au stade, donc on va dire que je vais porter chance. Je dis un 2-1 pour le stade de Reims, avec un but de David Ngoy. Moi, je pense qu'on va gagner et qu'on va gagner 2-0. Moi, je pense qu'on va gagner 3-1, moi, je pense. Avec un but de David Ngoy, si ce n'est 2. Et un but de Mandy, tiens, parce que ça m'a fait mal de le voir insulté par le parquage après le match contre 3, alors que c'est l'un des seuls qui est venu nous voir. Voilà. Après, bon, il faudra prendre aussi en compte, je pense, la situation au classement. Pour l'instant, on ne sait pas si le Gazélec nous passe devant. Je pense que c'est un miracle si ce soir on n'est pas relégable. Mais si on l'est pas, la semaine prochaine, on aura de quoi enfoncer le clou sur les mecs de derrière qui jouent quand même, je crois, respectivement Saint-Etienne et Lyon. C'est cela. C'est ça. Donc, ça pourrait, la prochaine journée peut être une journée charnière. Donc voilà, on va espérer 3 points qui vont nous faire du bien. Et quel compo vous Et mettrez puis, ouais, vas-y, Benjamin. Quelle composition d'équipe vous mettriez? Quel système? Quel joueur? Oh putain. Alors, moi, donc, un 4-2-3-1, moi, en sapin de Noël, comme on dit, avec Carasso dans les buts, qui a été bon, mine de rien, à Nice. Ouais, ça fait. Donc, il mérite sa place. Une défense El Kaoutari Mandi, si El Kaoutari évidemment est remis. Après, je mettrais Signorino Traoré. Au milieu, Kankava Onyangé. Ensuite, en 10, Charbonnier. Sur un côté, Depréville. De l'autre côté, bonne question. Diego, s'il est remis peut-être. Ou... Il y a Bulot, du coup, qui va peut-être pouvoir rejouer au football. Il y a Bulot peut-être. Et puis Ngog dans l'axe. Écoute, voire même 10 mois sur un côté. Mais bon. J'ai exactement la même composition que toi. Carasso qui est très bon depuis 3 matchs, hein, contre 3, contre Nantes et donc contre Nice vendredi. Et donc même composition en défense. Kankava Onyangé au milieu, ce que Deveau, ça fait une paire de matchs qu'il est pas dedans. Et Charbonnier Ngog, Depréville. Et je vais faire plaisir à un de nos plus fidèles followers sur Twitter, un petit Odair Fortes sur le côté s'il est remis, qui pourrait amener sa vitesse, à défaut d'amener une qualité de centre, mais au moins de la vitesse et de la percussion devant, je pense. Ouais, alors, pas mieux, hein, pas mieux les gars. Mais... Pas mieux sur la compo, je pense que oui, Fortes, bon, je m'en amuse.
même si c'est un gars qu'on aime bien et que compte tenu de son passé au club, on peut imaginer qu'il mettrait la grinta nécessaire et l'énergie nécessaire, même si voilà, on sait que techniquement il est capable d'être aussi extrêmement maladroit. Je pense que voilà, il faudra aussi, et c'est là que j'attends un vrai sursaut. Ça va être dans l'état d'esprit parce que on était à 3 au stade de l'Aube. On a vu, on a désespéré de voir le manque d'agressivité, le manque d'implication de certains joueurs. Et j'espère qu'à Delaune, devant son public, cette équipe sera capable de se transcender, comme on dit. Ça fait un peu cliché de dire ça, mais là pour le coup, c'est un match contre un concurrent direct et on en a laissé passer suffisamment pour que celui-ci soit réussi et franchement réussi. Ouais, je compte forcément beaucoup sur les joueurs, mais aussi sur les supporters. On a vu le match contre Nantes, qui était vraiment pour, je pense, également un tournant, un peu comme, euh, un peu comme le match de Montpellier samedi, et seulement 12 000 personnes qui étaient venues au stade. Alors, bon, bien sûr, l'équipe ne joue pas bien, l'équipe a des mauvais résultats, mais je pense qu'ils ont aussi besoin des supporters dans ces moments-là. En tout cas, moi, je serai au stade samedi, donc le live sera à suivre, bien sûr, sur en rouge et blanc. Et donc, on compte sur un Delon motivé et derrière son équipe samedi contre Montpellier. Exactement, très bel appel. Du coup, messieurs, je vous remercie d'être venus participer au podcast. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et une bonne semaine et on espère les 3 points pour le prochain podcast. Au revoir, messieurs. Merci à toi. Bon, Allez, à la prochaine, les gars, ouais, merci. salut.